programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Une nouvelle saison de l'émission Droit et Justice sur Taxi FM, tous les mardis de 15h à 16h. Droit et Justice, c'est le quotidien de la justice du Togo, la situation des droits de l'homme, la meilleure compréhension des lois, les domaines d'intervention des avocats, les missions des juges, les contentieux administratifs. Droit et Justice, tous les mardis de 15h à 16h avec Hugues Vignon-Atikpo. Tous pour la promotion des droits et devoirs des citoyens. 93.1 Taxi FM. Droit et Justice. Hugues Vignon-Atikpo. Bonjour, bienvenue dans l'émission Droit et Justice sur Taxi FM, la 93.1, l'émission qui passe au peigne fin les questions des droits humains et un sujet central fera donc la une donc, de cette émission. Nous allons donc y pencher. Il s'agit donc du thème l'environnement, le climat et les droits humains, une thématique également d'actualité lorsque nous parlons de l'environnement en lien avec les droits humains. L'émission Droit et Justice de ce mardi 15 octobre 2024, ce sera avec nos invités que nous présenterons dans un instant. Avec Hugues Vignon-Atikpo. L'environnement est au cœur de nombreux enjeux contemporains et sa protection est cruciale pour garantir la qualité de vie des générations actuelles et futures. Alors, dans un rapport des Nations Unies, et cela semble tout à fait cohérent, que nous dépendons tous de l'environnement dans lequel nous vivons. Un environnement sûr, propre, sain et durable est indispensable à la pleine jouissance d'un large éventail de droits de l'homme, y compris donc les droits à la vie, à la santé, à l'alimentation, à l'eau et à l'assainissement. Longtemps débattu dans le cadre des conférences internationales entre experts et États, la question de la protection de l'environnement et du climat est plus que d'actualité et au cœur des questions d'actualité et des débats citoyens. Vous comprenez dès lors pourquoi nous avons choisi donc de parler de l'environnement, du climat et des droits humains. Ce sera donc avec nos invités ce mardi, avec Manuela Kobono, qui est juriste publiciste et on va dire défenseur des droits humains au niveau du CDFDH. Bonjour Manuela. Bonjour monsieur. On se retrouve encore. Oui, effectivement. Nous sommes également en compagnie de monsieur Kwame Dodi Kondjo, qui est le directeur exécutif du Centre pour la justice environnementale Togo, entendez CJE Togo. Monsieur Dodi Kondjo, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Voilà. Alors, avec vous, nos invités, nous allons donc décortiquer la thématique du jour qui porte sur l'environnement, le climat et les droits humains. Mais comme nous le faisions si bien dans cette émission, nous permettons donc à tous les citoyens d'avoir une meilleure compréhension des termes que nous utilisons et des termes que vous allez écouter tout au long de cette émission. Nous allons parler de l'environnement et du climat des affaires. Alors, monsieur Dodi Kondjo, vous êtes le directeur exécutif du Centre pour la justice environnementale. Alors, qu'est-ce qu'un citoyen lambda doit comprendre de la question de l'environnement et du climat, par exemple?
D'accord, merci. Hugues, c'est ça? Oui. Voilà, merci pour l'opportunité. Je crois que quand on parle de l'environnement, il faut comprendre que c'est tout ce qui nous entoure. Il s'agit bien donc des ressources naturelles. Quand je prends la terre, je prends l'eau, je prends les forêts, je prends aussi les espèces qu'on voit et qu'on ne voit pas. Puisqu'il y a certaines espèces qui sont très petites, qu'on ne voit pas, des microcellules qui sont aussi utiles pour la survie d'autres êtres vivants. Donc, font partie également de l'environnement. Donc, c'est tout ce qui nous entoure et qui nous permettent de vivre. Donc, voilà, très brièvement, ce que c'est que l'environnement, pour ne pas rentrer trop dans des détails scientifiques. Tout à fait. Et cela peut permettre donc à un citoyen lambda de comprendre en français facile. C'est ça. Et oui. donc, oui, allez. Le climat. Oui, le climat. Voilà. Donc, le climat, je crois qu'il y a 3 facteurs qu'il faut combiner pour comprendre le climat. D'accord? Le climat fait appel à la température, aux précipitations et le vent. Et si la température est élevée, ou s'il fait chaud, ça provoque plus de précipitations et le vent est chaud. Et donc, on parle d'un climat chaud. Et le contraire, si c'est froid, la température est froide, moins de précipitations, le vent est froid, on parlera donc du climat froid. Mais les experts vous diront que le climat est déterminé par le temps. Donc, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a l'automne et le printemps. Et donc, de ces 4 temps, on détermine quand il fait froid, quand il pleut moins et quand il fait chaud. Donc voilà ce que l'on peut comprendre du climat. Donc pour le citoyen lambda, je souhaiterais qu'on prenne en compte ces 3 facteurs, la température, le vent et les précipitations. Merci, monsieur Kwame Dodi Pondio. Alors, Manuela, est-ce qu'il y a un enjeu pour tous dans cette question de la protection de l'environnement et du climat? Alors oui, bien évidemment, il y a un enjeu pour tout un chacun de nous sur cette question d'environnement et de droits humains, parce que nous sommes tous appelés quand même à œuvrer justement pour vivre dans un environnement sain, pour avoir un niveau de vie suffisant. Et donc oui, effectivement, il y a un enjeu en matière d'environnement en lien avec les droits humains. Voilà. La question de l'environnement et du climat, comme l'a dit Manuela, a un véritable enjeu pour nous, nous humains, et vivons donc dans cet environnement-là, dans ce biotope-là. Oui. Je crois qu'il y a un enjeu majeur. Il faut tout d'abord comprendre que l'être humain a besoin de l'environnement pour vivre. Et que l'environnement n'a vraiment pas besoin de nous. Puisque l'environnement, quand vous regardez un peu ce qui se passe dans les forêts, si c'est une forêt sacrée, cette forêt ne meurt jamais. Il y a des régénérations, il y a des espèces qui continuent par se produire, reproduire, etc. Mais dès que l'homme ou bien l'être humain rentre en contact avec cet environnement-là, cet environnement commence par se dégrader. Et donc, nous, en tant qu'être humain, nous avons plus besoin de l'environnement pour vivre. On a besoin de la terre pour cultiver. On a besoin de l'air pour respirer. On a besoin des forêts pour aller chercher des plantes médicinales, pour aller chercher du bois, du chauffe, etc. Et donc, le schéma est là, l'image est là. L'environnement rend beaucoup de services à l'être humain. Donc, cet enjeu mérite d'être souligné. Voilà. Si l'homme a véritablement besoin de l'environnement pour vivre et non le contraire, cela veut dire que la protection de l'environnement doit être véritablement un socle, un enjeu pour nous qui y vivons, et pour également les acteurs étatiques qui on va dire, qui nous gouvernent ou qui font la gestion publique.
la protection de l'environnement doit être véritablement un levier important, parce que finalement on se rend compte que si nous ne protégeons pas cet environnement, cela aura véritablement des répercussions sur les générations présentes et futures. Oui, effectivement, Hugues. Non, je crois que même la protection de l'environnement présente un enjeu majeur. Il faut noter que quand on a l'idée de protéger l'environnement, ça voudrait dire que on doit s'imposer un certain nombre de limites. Voilà. Alors que l'utilisation des services environnementaux nous permet, de vivre aisément. Et dans cette aisance-là, l'homme continue toujours par utiliser ces services-là pour produire davantage, viser le profit, etc. Et donc, quand il s'agit de protéger l'environnement, on se dit, attention, il faut qu'on mette des limites sur certaines productions, qu'on mette des limites sur la gestion des ressources naturelles, par exemple, qu'on mette des limites sur l'exploitation des ressources naturelles. Et donc, ça pose problème pour un bon nombre de personnes. Pourquoi? Parce que si il faut protéger l'environnement, on nous dit que nous avons besoin des ressources minérales pour produire un certain nombre de matériels, un certain nombre de choses. Et on nous dit non, il y a une quantité seulement qu'il faut extraire. Alors que nous, dans notre programmation, on a visé une quantité supérieure à celle qui est limitée. Voilà. Donc c'est un enjeu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait face à cette problématique de la protection de l'environnement. Puisque pendant longtemps, on s'est donné le droit d'extraire un certain nombre de ressources naturelles, d'utiliser à outrance le sol en faisant des agricultures industrielles ou conventionnelles, en utilisant à outrance des produits chimiques qui tuent le sol. Et au fur et à mesure qu'on continue pas à utiliser des engrais, des pesticides chimiques, la fertilité du sol est impactée. Et donc le sol devient plus pauvre. Et on continue toujours pas à utiliser les engrais parce qu'on doit produire. Et on pose des dommages à l'environnement. Vous voyez un peu? Et ce n'est pas l'être humain seulement qui est impacté. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des microcellules, des petits insectes, des petites cellules, des vers de terre et d'autres qui font partie également de l'environnement. Et dès lors que on utilise des pesticides chimiques, par exemple, ça a des impacts sur ces cellules-là. Et donc, quand on nous dit la protection de l'environnement voudrait qu'on limite l'utilisation de ces produits chimiques, de ces engrais chimiques, on pense tout de suite à la production qu'on pourrait obtenir. Donc, plus on utilise les engrais, on obtient une quantité de maïs, par exemple. Et si on nous dit, attention, à cause de la protection de l'environnement, il faut qu'on limite l'utilisation de ces engrais. Et ça pose d'autres questions. Voilà. Donc, la protection de l'environnement constitue un enjeu. Et ce sont des défis que nous devons relever. Parce que nous courons véritablement à une perte des vies humaines et perte aussi des êtres vivants. Alors, Manuela, selon les explications donc, de M. Dodi Kondjo, on se rend compte que nous voulons protéger l'environnement alors que nous agissons contre l'environnement pour extraire des choses, pour produire, pour viser un certain intérêt. Est-ce que ce n'est pas véritablement paradoxal entre ce que nous voulons véritablement faire, si c'est sincère, si nous voulons véritablement protéger l'environnement et protéger les ressources naturelles, et le fait que nous agissons également sur ces ressources naturelles pour vivre, pour survivre ou pour faire nos activités? Alors, effectivement, c'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, on parle de la question de l'environnement, de la protection de l'environnement. Et il y a des gens, il y a des personnes qui sont engagées dans cette lutte-là à protéger l'environnement. Sauf que derrière, ces mêmes personnes ou d'autres personnes se retrouvent à
détruire ou à dégrader l'environnement. Bon, moi, je dirais en fait que c'est petit à petit que nous allons y arriver, que nous allons arriver en fait à mettre dans la conscience de tout un chacun que la protection de l'environnement, c'est vraiment une question primordiale, c'est vraiment une question fondamentale, en tout cas de nos jours, parce que la dégradation de l'environnement a par ricochet des conséquences sur nous, les êtres humains, et sur tout ce qu'on entend par faune, par flore. Et voilà, je pense que c'est vraiment pas à pas, comme on le dit, que nous allons finalement intégrer en fait cette urgence-là de vraiment protéger l'environnement dans lequel nous vivons. Alors nous allons rester avec vous. Quel est maintenant ce lien concret qu'on peut établir entre l'environnement, le climat et les droits humains? Alors, tout à l'heure, M. Kwame l'a dit, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, c'est vraiment cet espace dans lequel nous vivons. Et lorsqu'il y a des conséquences sur l'environnement, ça a des répercussions sur les êtres humains. Je prends la question de la pollution de l'air, voilà, de la pollution de l'air. C'est principalement nous, les êtres vivants, en fait, qui vivons, qui respirons l'air. Et lorsque l'air est pollué, normalement, ça agit sur notre santé. Lorsque nous n'avons pas, par exemple, un accès à une eau potable, à une eau saine, encore une fois, ça a des répercussions sur notre santé. Et c'est là, en fait, qu'intervient cette question de permettre aux hommes de vivre dans un environnement sain. Et ça, je pense que c'est encore une fois une lutte que les défenseurs des droits humains et même les défenseurs de la protection de l'environnement mènent aujourd'hui pour permettre en fait à ce qu'il y ait cet équilibre-là entre protection de l'environnement et protection des droits humains. Merci, vous êtes à l'écoute de la radio Taxi FM dans l'émission Droit et Justice. Aujourd'hui, nous parlons de la triptyque environnement et également climat et droits humains. Je demandais tout à l'heure quelle corrélation on peut avoir entre ces trois entités, environnement, climat et droits humains. Monsieur Kwame Ponjo, c'est vrai que le lien est évident entre ces trois thématiques. Le lien est évident, mais je crois qu'il faut peut-être clarifier un tout petit peu, ajouter à ce que Manuela a dit. Je crois que Manuela a bien posé les bases. Et je vais donner quelques exemples pour qu'on puisse mieux comprendre ce lien-là. Nous parlons de la dégradation de l'environnement. Qu'est-ce qui cause la dégradation de l'environnement? L'un des facteurs, c'est l'exploitation des ressources minières, des ressources pétrolières, des ressources gazières. Et quand je prends l'exemple de l'exploitation de phosphate au Togo, quand vous allez à Otué, vous allez voir une décapation du sol et des fossés se creusent. Donc c'est la perte de la biodiversité. Alors que la fertilité du sol dépend donc de la biodiversité, de la végétation, des vers de terre, des insectes qui se trouvent dans le sol. Et avec la décapation du sol, donc la biodiversité est perdue. Et donc ça voudrait dire que ça a un impact sur l'agriculture. Parce que dans nos milieux ruraux, les populations ont plus... ou bien les moins de substance de ces populations, c'est l'agriculture. Et donc, s'il n'y a pas d'agriculture, si les gens ne s'aiment pas, ça veut dire que plus tard, il y aura malnutrition. Et le droit à l'alimentation est donc rentre en jeu en ce moment-là. Donc, Manuela l'a dit. Donc, nous avons le droit à l'alimentation. Et même chose avec le phosphate, quand vous allez à Pémé, où il y a donc... comme on dit, l'industrie fonctionne pour mettre les déchets du côté. Vous allez voir que quand vous allez à Pémé, de Pémé jusqu'à Nehor et au-delà, la couleur de la mer change en jaune. Donc ça veut dire que les déchets de phosphate sont dans la mer et ça impacte sur les poissons.
parlant toujours de l'alimentation. Et vous savez que les poissons sont des aliments riches en protéines, en calcium. Il s'est dit que même l'huile de poisson guérit beaucoup de maladies, et c'est démontré. Et donc, les populations côtières sont des pêcheurs. Et donc, ces impacts-là sur les activités des moyens de subsistance de ces pêcheurs, vous comprenez que c'est d'abord le droit à un environnement sain qui est violé, parce que quand vous regardez la pollution de l'air, de l'eau et la perte de la biodiversité, donc c'est l'environnement sain qui n'est plus respecté en ce moment-là. Et le droit à l'alimentation, parce qu'on n'arrive plus à pêcher et la pêche, les poissons qui sont pêchés sont infectés par le fluor. Et donc les aliments qui sont mangés dans cette zone-là, surtout à Haute, on parle de dents jaunes, par exemple. Voilà. Et donc le droit à la santé est violé. Donc voilà l'exemple de phosphate. Et quand vous allez au-delà du Togo, vous regardez un peu ce qui se passe au Nigeria ou dans la communauté de Bodo ou de Goï, il y a l'exploitation du pétrole. À 100 mètres, vous creusez, vous avez le pétrole. Parce que la pollution est à haute dose. Les lacs, les rivières sont pollués. Et il n'y a plus pratiquement de poissons, il n'y a pas de poissons. La biodiversité est dégradée. Et donc, les populations souffrent de la malnutrition. Et donc, le droit à l'alimentation est impacté. Le torchage, au niveau de l'exploitation du pétrole, le torchage, où on parle de soutes, les soutes noires qui sont dans l'air et qui polluent l'air, et donc causent des problèmes respiratoires à ces populations du Nigeria. Et donc, nous disons hautement que l'exploitation des ressources naturelles sont des causes de la dégradation de l'environnement, et la dégradation de l'environnement est une source de violation des droits humains. Voilà. Je pense que le lien est établi entre environnement, climat et les droits humains. Alors, on peut dire raisonnablement que la lutte pour l'environnement, le climat et les droits humains sont liés à travers donc votre développement. Mais est-ce que les mécanismes ou les instruments des droits humains offrent par exemple les moyens pour agir en faveur de l'environnement? Alors, oui, effectivement, les instruments comportent des dispositions qui permettent en tout cas aux populations de pouvoir bénéficier, de pouvoir vivre, de pouvoir jouir d'un environnement sain. Et par ricochet, en fait, ça rentre dans la protection de l'environnement. Même si dans la disposition, ce n'est pas clairement écrit, le fait de vouloir que les êtres humains vivent dans un environnement sain, un environnement qui n'est pas pollué, protège également l'environnement. Je vais prendre l'exemple de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui, à son article 24, promeut l'environnement sain, le fait pour les êtres humains de vivre dans un environnement sain. Et moi, je pense qu'à ce niveau-là, juste derrière, en fait, ce qu'il faut voir, c'est également la protection de l'environnement. Même si une personne, si les êtres humains ne vivent pas dans un environnement sain, cela veut tout simplement dire aussi que l'environnement n'est pas protégé. Et du coup, il y a des répercussions sur les êtres humains. Voilà. Les instruments, les mécanismes qui peuvent nous permettre donc de protéger et d'agir en faveur de l'environnement, et on peut rapidement faire un tour. Oui. Non, je crois que Manuela l'a dit au niveau africain, donc la Charte africaine des peuples. Et je vais peut-être énumérer les conventions. D'accord, il y a 2 conventions. La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et la Convention sur la biodiversité, la diversité biologique.
Et puis aussi la convention sur la lutte contre la désertification. Donc ces trois ont été donc adoptés depuis 92, où on parle du sommet de la Terre, où on a reconnu effectivement que les activités anthropiques constituent un danger pour l'environnement. Notre pays a ratifié toutes ces conventions? Pas, en tout cas, les Nations Unies, les pays qui font foi aux Nations Unies ont ratifié donc ces conventions. Mais vous savez, il y a des étapes. L'adoption, la ratification, et puis bon, il y en a qui traînent encore. On peut pas les blâmer. Mais toujours est-il qu'on reconnaît tous que ces conventions-là peuvent nous permettre de protéger l'environnement. Et c'est pour ça qu'il y a de ces sommets, les sommets sur le climat, sommets sur la biodiversité, sommets sur la lutte contre la désertification. Ça, c'est sur le plan mondial. Et sur le plan africain, comme Manuel l'a dit. Et au Togo, le Togo aussi a des instruments. D'abord, la loi numéro 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi cadre sur l'environnement. À son article 1 précise que les gens, en fait, on doit préserver et gérer durablement l'environnement, créer les conditions d'une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles, etc. Et en son article 3, c'est dit que tout citoyen a droit à un environnement sain. L'État veille à la protection de l'environnement. Voilà. Et donc, tout citoyen aussi a le devoir de pratiquer des activités qui ne dégradent pas l'environnement. Donc voilà, au Togo également, nous avons ces instruments-là. Et donc, il est important de prendre en compte ces instruments. Comme on le disait, l'enjeu est de taille. Parce qu'au même moment, les services environnementaux nous amènent entre griffes au développement. Je le mets entre griffes parce que dans certains cas, le développement n'apporte pas la joie aux populations. Et si le développement n'apporte pas la joie aux populations et apporte plutôt la désolation et la déchirure de la couche sociale, alors on ne parle pas de développement. Donc c'est dans ce sens-là que je le mets entre griffes. Et donc vous comprenez que il est important de mettre en œuvre ces conventions-là pour que véritablement nous puissions lutter contre la dégradation de l'environnement. Et on parle aujourd'hui du changement climatique, par exemple. Vous savez, moi je voudrais être un peu dans une logique, d'accord? Qu'est-ce qui a créé le changement climatique? C'est quoi? Ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Et la majorité des gaz à effet de serre est créée par la combustion du pétrole, du gaz et de la houille. D'accord? Alors, pour sortir de la crise climatique, il faut qu'on pense à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tout à fait. Et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut abandonner les fossiles, les combustibles fossiles. Mais aujourd'hui, tout se passe comme si nous avançons d'autres solutions, comme par exemple la plantation en monoculture, pour faire quoi? Pour séquestrer le carbone. Ça veut dire que quand je pense à des projets comme ça, je dis, ok, continuons pas émettre des émissions, continuons pas polluer en exploitant le pétrole, le gaz et la houille. Si on émet plus de gaz à effet de serre, nos arbres vont capter les émissions. Dans cette logique-là, on ne va jamais finir avec la crise climatique. Vous comprenez un peu ce que je dis? Tout à fait. Voilà, c'est pour ça qu'on est content, parce que déjà, à la COP 28, où les États ont reconnu sur le papier que sortir des fossiles devient plus important.
Mais la lutte continue pour que véritablement on puisse intégrer cette réalité dans nos mentalités, dans nos cœurs, pour qu'on puisse véritablement sortir de la combustion des fossiles. Puisque même ce texte qui parle de sortie des fossiles, en Afrique, on constate toujours qu'il y a des pays qui vont à la recherche des partenaires, des investisseurs pour venir extraire leur pétrole au nom du développement. Donc, je crois qu'il est important, comme vous l'avez dit, M. Hugues, il est important de regarder avec un œil pointu sur ces instruments et pour que véritablement on puisse sortir de la dégradation de l'environnement et de la crise climatique. C'est très important. Vous êtes à l'écoute de l'émission Droit et Justice sur Taxi FM avec nos invités, Manuela Kobonon, juriste publiciste et également membre donc, de CDFDH, le Centre de documentation de formation en droit de l'homme, et Kwame Dodi Ponjo, qui est le directeur exécutif du Centre pour la justice environnementale Togo, CJE Togo. Nous parlons de la triptyque environnement, climat et droits humains, avec la protection de l'environnement et du climat qui devrait être le socle, la boussole de nos actions. Alors, monsieur le DE donc du CJE Togo, je rappelle que vous travaillez de concert avec le CDFDH, vos organisations respectives mènent des activités dans le sens donc de ces questions d'environnement, de climat et de droits humains. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots et dans quelle mesure ce lien peut être véritablement s'établir à travers donc cette protection de l'environnement et du climat dans le cadre de votre collaboration? Oui, effectivement, il y a un lien. Nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas faire la justice climatique sans comprendre un certain nombre de mécanismes. Et donc, par le passé, les défenseurs des droits humains évoluaient seuls, et puis les organisations protectrices de l'environnement aussi évoluaient. Chacun évolue de son côté. De son côté. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que, mais écoutez, il y a certains droits qui sont violés à cause de certaines activités liées à la protection de l'environnement ou à la dégradation de l'environnement. Alors, donc c'est pour ça que il y a eu des droits qui se sont développés très rapidement. Il y a aussi de ces droits-là, les DESC, je crois que Manuela peut en parler davantage, les droits économiques, socioculturels, qui sont des droits importants et qui sont violés justement par certains projets environnementaux. Donc nous on s'est rendu compte qu'il est important d'avoir des connaissances approfondies sur un certain nombre de mécanismes pour mieux protéger l'environnement et défendre les droits des communautés impactées par des projets environnementaux. Et on s'est rendu compte qu'il y a des mécanismes juridictionnels et des mécanismes non juridictionnels. Et c'est Manuel qui nous a dit ça. Elle nous a formés. Et qu'on peut utiliser ces deux mécanismes-là pour faire un plaidoyer auprès donc des autorités pour attirer leur attention sur les dangers que courent les populations quand il s'agit donc de la dégradation de l'environnement, quand il s'agit du changement climatique par exemple. Donc nous avons travaillé et il y a eu des formations et nous continuons toujours par travailler ensemble sur des questions liées au changement climatique et à la protection des droits humains. Parce qu'on s'est dit que, et c'est Manuela qui nous a dit, s'il y a le changement climatique, il y a les effets du changement climatique, l'érosion côtière par exemple, et puis les manifestations du changement climatique, l'inondation, la sécheresse. L'inondation fait déplacer des gens. Et lorsque vous êtes déplacé, vous pouvez être en conflit ailleurs,
avec d'autres populations. Parce que vous quittez votre milieu. Vous quittez votre milieu. Et quand vous quittez votre milieu, vous laissez quand même ce qui vous est cher. Ouais. Il y a certains même qui laissent tomber leur culture, leur droit culturel. Donc ces droits-là sont aussi impactés. Et donc il est important de juguler tout ça et de voir dans quelle mesure on peut travailler en synergie pour que lorsque on parle de la protection de l'environnement, on puisse aussi arriver à défendre les droits donc, de ces populations qui sont impactées par le changement climatique, par les manifestations du changement climatique. Donc voilà, et aujourd'hui si on est à cette émission, c'est grâce donc à cette collaboration qui est entre nous, et nous sommes fiers de travailler avec le centre pour centre de formation sur les droits humains, CDFDH. Je crois que c'est un atout pour nous et nous allons cheminer ensemble. Voilà. Alors, dans le cadre de cette collaboration, il y a eu des formations, comme l'a dit M. Ponjo. Sur quoi vous vous êtes appesanti pour mieux répondre à ces attentes-là au niveau de la protection de l'environnement, pour mieux outiller également les associations protectrices de l'environnement, par exemple? Alors, comme vous le savez bien, le CDFDH travaille sur les questions en lien, en général, sur les droits humains, les questions en lien avec les droits humains. Et avec la permission de monsieur, ils ont voulu, dans leur travail, intégrer justement cette question de protection, ou de défense des droits de l'homme dans le travail qu'ils sont en train de faire. Et effectivement, à ce niveau-là, il y a eu des formations, il y a eu des ateliers, il y a eu une collaboration qui, à ce jour, moi, je pense, qui est très bien établie. Et le travail que nous faisons avec le CJE, c'est en lien avec surtout la saisine des mécanismes. Lorsque les populations, comme il l'a dit en début d'émission, les populations qui sont victimes d'érosion côtière, par exemple, les populations qui sont victimes des activités de certaines entreprises, notamment des exploitations du phosphate, voilà, on se rend compte en fait que toutes ces activités-là ont des répercussions sur la santé des populations, sur leur droit à vivre dans un environnement sain, sur leur droit à l'alimentation, comme il a dit, sur leur droit à avoir un niveau de vie suffisant. Et même sur le droit au travail, par exemple. Donc, nous, en collaboration avec le CJE, nous saisissons un certain nombre de mécanismes, que ce soit au niveau national ou même au niveau international, en fait, pour attirer l'attention des autorités, pour leur dire « Ah, mais il y a certaines populations qui subissent les effets de la dégradation de l'environnement du fait de l'activité de certaines entreprises. » Ou au niveau international, au niveau régional, c'est vraiment mettre l'État devant le fait accompli, comme on dit, lui rappeler les engagements qu'il a pris dans les différents instruments au niveau international et au niveau régional, lui rappeler ces engagements-là et le contraindre ou l'emmener, on va dire ça comme ça, à respecter ces engagements-là qu'il a pris au niveau national, au niveau international ou au niveau régional. C'est surtout ce travail-là que nous faisons avec le CJE depuis l'année passée, et je pense qu'il y a un certain nombre de cas sur lesquels nous travaillons, il y a un certain nombre de cas que nous les avons accompagnés à saisir des mécanismes au niveau national ici, et il y a certains cas sur lesquels nous les accompagnons pour saisir des mécanismes au niveau international. Voilà. Alors, tout à l'heure, lorsque vous parliez, quand on veut développer des projets où on est obligé d'agir sur l'environnement, je crois qu'on demande l'étude d'impact environnemental. Voilà, parce que après ça a des conséquences, comme vous l'avez si bien dit, sur
les populations. Est-ce que véritablement on respecte véritablement cela? Est-ce qu'il y a un suivi véritablement au niveau de cette étude d'impact environnemental? Oui, donc il faut dire que si le projet est établi ou bien le projet est réalisé bien avant qu'on ne saisisse l'ANGE, par exemple, l'Agence nationale de gestion de l'environnement, on programme un audit environnemental. Et aussi, cet audit environnemental-là permet la formulation des suivis, des recommandations pour suivre l'évolution du projet pour que l'impact sur l'environnement soit limité. Alors maintenant, parlant des études d'impact environnemental avant la réalisation du projet, oui, ça se fait. Mais malheureusement, ça se fait en bonne et due forme. Mais malheureusement, ce que nous constatons de certaines des études que j'ai eu à participer, la majorité de la population n'est pas vraiment consultée. D'accord? Parce que s'il faut consulter la population, il faut s'attendre à oui ou à non de la part de la population. Mais en réalité, le droit de dire non d'une population n'est pas envisageable. Des fois dans certaines réalisations des projets, le droit de dire non n'est pas envisageable. Et c'est ce que nous disons, qu'il faut qu'on revoie de manière tacite les procédures à suivre. D'accord? L'Agence nationale de l'environnement, l'Agence nationale de gestion de l'environnement fait un travail formidable. Il y a des techniciens qui sont sur le terrain et qui encouragent la réalisation des études d'impact environnemental. Maintenant, les consultants qui sont commis par les sociétés, ce sont ces consultants-là, peut-être qu'ils ne vont pas dans le fond pour faire un travail approfondi avec les communautés qui seront impactées par ces projets-là. Des fois, dans certaines communautés, c'est seulement le chef traditionnel, c'est notable, qui représente toute la communauté. Normalement, le consentement libre, informé au préalable, doit être un processus très bien établi. Et que le projet, les tenants, les aboutissants, les impacts, les avantages du projet doivent être clairement libellés et informés. Les communautés doivent être en mesure, une fois informés, doivent être en mesure de dire oui, nous savons que ce projet est bon, non, nous ne voulons pas ce projet parce qu'il y a trop d'impact que d'avantages. Donc c'est ça, en réalité, c'est ce qui devrait se faire. Et dans la majorité des cas, ça ne se fait pas. Mais je salue quand même des cas qui ont eu des cas de réussite, où moi je me souviens, il y a eu une étude d'impact environnemental où on a dit non à l'entreprise Seco qui voudrait faire un projet de réalisation d'industrie agroalimentaire dans les forêts de Sotobois quelque part. Et l'étude a dit non. Je crois que c'est salué. C'est salué à ce moment-là. Alors, vos deux organisations mettent l'accent sur la participation des jeunes dans la lutte pour l'environnement, le climat et les droits humains. Quelles sont les raisons de cet intérêt particulier, Manuela, pour les jeunes? Alors, aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que nous avons une population très jeune et lorsqu'on parle de dégradation ou d'impact sur l'environnement, c'est aujourd'hui nous les jeunes qui en subissons principalement ces effets-là ou ces impacts-là. Alors, nous voulons effectivement promouvoir la participation des jeunes à la question de la protection de l'environnement en lien avec les droits humains parce que aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est nous vraiment qui subissons ces impacts-là. Et moi, ça me rappelle en fait une décision que j'avais eu à lire. C'était des jeunes d'une tranche d'âge de 5 ans à 22 ans aux États-Unis qui ont porté plainte contre leur État. Et ils ont fini par gagner le procès. C'était sur une question d'environnement. C'est les impacts que la dégradation
ou les effets de la dégradation de l'environnement a sur eux. Et ils sont allés, ils ont porté plainte contre leur État et ils ont fini par gagner ce procès-là. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est dans ce sens-là que nous voulons pousser, nous voulons propulser les jeunes à aller, parce que il n'y a pas de demain, on laisse aux jeunes. Non, aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui et jusqu'à demain, ce sont les jeunes qui commencent vraiment à montrer et à prouver l'étendue des impacts qu'ils peuvent effectivement faire, ou l'étendue des impacts des actions qu'ils peuvent mener aujourd'hui, que ce soit en matière de droits de l'homme, que ce soit en matière de protection de l'environnement. Voilà, c'est très important. L'accent sur les jeunes, c'est votre cheval de bataille? Oui, non, je crois que c'est important. Nous mettons l'accent sur les enfants et les jeunes. Et nous avons un programme d'initiation des enfants aussi. Il faudrait que les enfants comprennent ce que c'est que la justice environnementale. De toute façon, on a compris très vite que nous qui sommes déjà âgés, il y a des pratiques que nous ne laissons jamais. Mais avec les enfants, on peut les amener à comprendre le bien fondé de la protection de l'environnement. Par exemple, aujourd'hui, on sait très bien que les plastiques constituent des déchets et c'est un frein à la protection de l'environnement dans certains endroits. Je donne l'exemple, si nous quittons la maison, nous laissons les sacs, nous laissons l'assiette, nous allons acheter dans le plastique et nous revenons à la maison, par exemple. C'est des pratiques qu'on peut laisser tomber, mais nous n'arrivons pas à laisser tomber. Peut-être par ignorance. Par ignorance. Et puis par habitude, on ne laisse pas tomber. Mais on s'est dit peut-être que si on éduque bien l'enfant, on sensibilise l'enfant, ces pratiques-là peuvent être tombées. Et puis pour les jeunes, nous savons que la relève d'aujourd'hui et de demain, ce sont les jeunes qui constituent cette relève-là. Et il est important pour nous de renforcer les capacités des jeunes en matière de l'environnement. Donc l'éducation environnementale est importante. Donc, dans notre programme justice environnementale et sociale et du genre, nous mettons l'accent sur l'accompagnement des jeunes à mieux comprendre les enjeux environnementaux, les enjeux climatiques. Et ces jeunes-là, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on est fiers parce que leurs capacités sont renforcées. Il y a certaines personnes qui, en tout cas, les habitudes néfastes sont en train d'être changées. Et nous croyons que avec le temps, tout ira bien. Alors, vous mettez l'accent sur véritablement la sensibilisation. Quelles sont les autres solutions que vous pouvez envisager sur ces questions véritablement de justice climatique, Manuela, à part la sensibilisation? Alors, il a aussi parlé de l'éducation, je crois, l'éducation aux droits humains et même, à la protection de l'environnement. Vous pensez qu'on peut déjà le mettre dans les curricula de formation, déjà dans les cours primaires, en faisant des cours sur la protection de l'environnement? On peut véritablement, ça peut aider? Oui, effectivement, moi je pense qu'il n'est jamais trop tard pour intégrer ces notions-là dans nos écoles pour éduquer nos enfants. Je pense que ça commence aussi par de toutes petites actions. Ne pas jeter les sachets de Piawata que nous consommons, ne pas les jeter n'importe où. Il faut tout simplement se lever et puis mettre dans la poubelle les bidons d'eau que nous utilisons. Il faut effectivement les recycler. Moi, je pense que ça commence par de petites actions. Si effectivement cette question est intégrée dans le programme scolaire, dans enseigner aux enfants, je pense que c'est de là que ça va commencer et ça donnera quelque chose. Si c'est pas aujourd'hui, demain, ça
des solutions ou bien des plaidoyers par rapport à l'État. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces questions-là rentrent véritablement dans l'habitude donc, des citoyens togolais? Oui, non, je crois que pour commencer, il faut l'éducation formelle également. D'accord? Faire revenir un certain nombre de programmes, l'éducation civique et morale, où on faisait avant, où les travaux manuels sont là, même on fabriquait des poubelles. Et quand tu fabriques des poubelles, tu laisses dans une école, forcément, c'est que c'est utilisable. Les gens doivent utiliser. Mais finalement, on n'a plus de ces choses que nous voyons. Nos enfants reviennent à la maison quand vous leur demandez bon, est-ce qu'on vous a parlé de l'environnement aujourd'hui? Bon, c'est pas évident. Donc, je crois qu'il faut faire revenir ces programmes-là. Et nous avons des stratégies, d'accord? Donc, nous faisons des recherches pour comprendre un peu là où il y a le problème. Et nous faisons des plaidoyers, des actions de plaidoyer à l'endroit donc des autorités compétentes pour présenter ces manquements et trouver des solutions, proposer des solutions et pour justement que ce problème-là soit résolu. Et donc, dans notre action, nous avons 4 programmes actuellement, et dans la justice environnementale, sociale et du genre comme programme, nous faisons une école de durabilité. Et cette école de durabilité passe en revue les concepts et puis les problèmes que nous avons sur ces concepts-là au niveau du Togo. Et il y a des documents finaux qui sont préparés pour faire des propositions. La dernière fois, c'est en début d'année, en avril, nous avons fait une école de durabilité sur l'engagement des communautés à la protection de l'environnement et la transition énergétique. Voilà, donc la transition énergétique juste. Et nous avons compris que s'il faut sortir des fossiles, les énergies fossiles, il faut proposer d'autres solutions. Non, il faut un autre système d'énergie. Et nous pensons que le système d'énergie basé sur le renouvelable peut faire l'affaire. Maintenant, quel renouvelable? Parce qu'il faut aussi qu'on ne tombe plus bien qu'on ne duplique pas ce que on faisait déjà avec les fossiles. Donc on a réfléchi également sur ça et on s'est dit qu'il faut que l'accès à l'énergie solaire soit un accès à petite échelle pour que l'on puisse véritablement avoir de l'énergie dans les communautés reculées. Et puis il faut mettre l'accent sur le genre ou le social, d'accord, pour que la population soit au contrôle de cette énergie renouvelable là. Sinon, au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas au contrôle des énergies que nous consommons. C'est une autre personne qui est au contrôle de cette énergie. Je vous le dis parce que on fait l'exploitation des fossiles pour produire de l'énergie, mais l'Afrique qui donne assez de ressources naturelles en pétrole, c'est cette même Afrique qui n'a pas accès à l'électricité. Et voilà, donc et le Togo aussi n'est pas épargné parce que nous n'avons pas véritablement accès à l'énergie de la manière dont nous devons avoir accès à l'énergie, notamment à l'électricité. Et donc je crois que nous faisons des plaidoyers pour que véritablement le gouvernement puisse prendre en charge ces problèmes-là. Donc voilà. Voilà. Manuela, un dernier tour de table. Plaidoyer. Oui, il faudrait que les organisations aussi travaillent également sur ces questions-là. Parce que moi, j'ai toujours l'habitude de dire il faut que les questions soient prises de façon holistique, pas que quelques organisations seulement travaillent sur ces questions. Il faudrait que ces thématiques-là soient prises ensemble par les
différentes organisations. On sait que vous travaillez déjà avec le CJE. Il faudrait que ces questions-là soient portées également par d'autres organisations pour que véritablement ça puisse avoir l'ampleur que ça devrait avoir. Alors, effectivement, oui. Il faudrait que les organisations puissent prendre en compte cette question de l'environnement, du changement climatique. Et moi, je pense qu'il y en a certaines, qu'il y a des organisations qui sont petit à petit en train d'intégrer cet aspect-là dans le travail qu'ils font. Alors, je dirais pas qu'ils vont aller directement sur la question de protection de l'environnement, mais je pense que le fait de vouloir ou de lutter pour que nous puissions vivre dans un environnement sain, derrière, en fait, permet de lutter pour que justement nous puissions protéger l'environnement, pour que nous prenons des mesures, nous menions des actions pour que l'environnement soit protégé, pour que par ricochet, l'être humain effectivement puisse vivre dans un environnement sain. Monsieur Kwame Dodji-Kondjo, on peut être optimiste, ce sera votre dernier mot. Est-ce qu'on peut être véritablement optimiste par rapport à ces questions-là et le travail qui est fait au niveau des organisations pour que véritablement la question soit véritablement au cœur et que des actions, des solutions soient pérennes pour parler donc des questions climatiques et des questions de justice environnementale? Oui, moi je le dis toujours, on doit être optimiste puisque nous visons un objectif, nous visons un changement. Et donc, Mahatma Gandhi l'a dit, soit le changement que tu veux voir s'accomplir, soit toi-même le changement que tu veux voir s'accomplir. Donc, je suis très optimiste pour ce changement-là. Parce que si nous mettons les efforts dans l'éducation des enfants, des jeunes, si nous mettons des efforts dans le plaidoyer, nous sommes en train de déconstruire les mentalités des gens et de construire à nouveau pour que véritablement nous puissions arriver à ce dont nous aspirons. Merci beaucoup à M. Kwame Dodji-Kondjo. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du Centre pour la justice environnementale Togo, CJE Togo. Merci d'être passé. Merci de nous avoir permis donc de comprendre, de décortiquer le triptyque environnement, climat et droits humains. Merci également à Manuela Kobono. Merci. Je rappelle que vous êtes juriste publiciste et également au niveau du CDF, membre du CDFDH. L'émission Droit et Justice de ce mardi s'achève. Merci également à Justin Gouvé pour la mise en onde. Rendez-vous mardi prochain sur d'autres thématiques liées aux droits humains. Salut.